suis obligé. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au Café des Libraires qu'il faut trouver parce que depuis 2002, nous étions installés dans la mairie, dans la salle des fêtes et puis cette année, ils avaient besoin de la salle pour autre chose. Je crois qu'il y a une autre salle qui est en travaux. Donc nous sommes installés dans ce Magic Mirror. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est un petit peu serré, comme vous pouvez le remarquer. Je voudrais tout de suite dire à Rachel, qui est là, de ne surtout pas reculer. Je vais essayer de faire pareil, parce qu'on risque, sinon vous risquez d'avoir, je sais pas, un accident en direct. Voilà, donc on va faire un petit peu attention. Je suis très heureuse de retrouver le public de Vincennes. Moi, j'anime ce Café des Libraires qui a été à un moment le Café des Critiques depuis 2002, depuis la première édition. Et je suis toujours très, très heureuse de revenir ici à Vincennes. Je suis une des cofondatrices du Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, dont j'anime le Café littéraire depuis 34 ans. Voilà, ce sera la 35e édition à la Pentecôte prochaine. Mais là, je ne fais pas, ce n'est pas moi qui fait les interviews, ce sont les libraires. Donc sur chaque plateau, il y a un libraire, ce sont des volontaires qui aiment comme ça la rencontre avec des auteurs. Et c'est le libraire qui fait l'interview. Et je suis très heureuse de commencer. On essuie les plâtres un petit peu avec Christophe Daniel, qui est libraire. Alors, je suis obligée d'enlever mes lunettes maintenant. C'est assez compliqué, ça aussi. À la 25e heure, c'est dans le 15e. C'est dans le 15e, place du Général Beuret. Voilà. Et Christophe, bon, je suis contente de commencer avec lui parce qu'il a l'habitude. Il a déjà pratiqué ce... Voilà, on a déjà pratiqué ensemble voilà, le Café des Libraires, ouais. Voilà. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout le monde. Habituellement, je suis un petit peu plus à l'écart, mais il n'y a pas de place. Donc, on va s'organiser comme ça. Alors, ce plateau porte un titre. Ça s'appelle « Faire famille ». Mais je précise tout de suite que les plateaux du Café des Libraires sont des plateaux où on parle surtout du dernier livre paru en français des auteurs. Ce ne sont pas vraiment des débats à thème. Bien sûr, on les réunit, l'organisation, ceux qui prévoient ces cafés, les mettent ensemble parce qu'il y a quelque chose qui les rapproche dans leurs livres, mais ce ne sont pas des débats à thème. Voilà, je tenais aussi à le préciser. Alors, avec nous sur ce plateau, il y a Claire Fuller, qui va nous parler d'un livre qui s'intitule Terre fragile, qui a été traduit de l'anglais par Mathilde Bach, qui est paru chez Stock. Et c'est Rachel Brévière qui va l'interpréter. Et on commencera par vous, parce que Rachel doit courir dans un autre lieu pour faire une autre interprétation tout à l'heure. À côté de vous, il y a Katia Schoen, alors je ne sais pas trop comment on prononce, Schoenherr. C'est bien. Je vais m'exercer. Qui va nous parler de son livre qui s'intitule La famille Ruck ou Ruck. Ruck. En allemand, c'est Ruck. Traduit, oui, La famille Ruck, traduit de l'allemand par Barbara Fontaine, paru chez Zoé Éditions. Et qui est-ce qui va l'interpréter ? Barbara Fontaine elle-même. Merci et bienvenue. Parce que c'est un autre travail que celui de traductrice, bien sûr. Et puis, à côté de Christophe, eh bien, nous avons Sylvia Molnar, qui a écrit un livre qui s'intitule Milk Bar, qui a été traduit de l'anglais des États-Unis par Héloïse Esquier, qui est paru chez Actes Sud en mars 2024. Et c'est Hélène Bury, qui est à côté de moi, une grande habituée de ce festival depuis la première édition, elle aussi, qui va interpréter voilà, ce livre. Donc, juste un petit mot de bio pour chacune. Vous me reprenez si je dis des bêtises, surtout. Claire Fuller, vous êtes originaire de Lockstorshire, en Angleterre. Plusieurs de vos livres sont traduits dans une vingtaine de langues. En français, il y a Les Jours Infinis, paru en 2015, Un mariage anglais en 2017 et L'été des oranges amères en 2020. Celui dont vous allez parler avec Christophe aujourd'hui s'intitule Terre fragile.
Fragile, le livre ne l'est pas, puisque le Times le définit comme le roman le plus puissant de l'autrice. Voilà. Tu peux peut-être commencer, puis je ferai les Eh ben, on va commencer donc avec Claire Fuller et avec ce magnifique roman, Terre fragile. Alors, comme l'a dit Maët, il n'y a pas de thématique forcément dans les cafés des libraires, mais j'ai envie quand même de citer cette phrase, une des phrases les plus célèbres de la littérature mondiale. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. C'est la première phrase de Anna Karénine de Tolstoï. Alors, dans votre roman, Terre fragile, on va faire connaissance avec la famille Cedar. La famille Cedar qui vit dans un vieux cottage au fin fond d'une Angleterre rurale. Alors, il y a Dot, qui a 70 ans, la maman, qui vit avec ses 2 enfants, Julius et Jenny, des jumeaux, qui ont 51 ans. Et les 3 vivent ensemble dans ce cottage d'une manière tout à fait marginale, précaire. Leur seul revenu, c'est la vente des œufs du poulailler à l'épicerie bio du village et des légumes. Alors, comment est née dans votre esprit cette famille Cedar et est-ce que ça a été le point de départ de votre roman ou est-ce que plus largement vous vouliez donner une description de la vie rurale dans un petit village d'Angleterre? Well, actually, neither of those things. The starting point for the novel was a caravan that my son came across in the woods in England near where I live, a very dilapidated, run-down, disgusting caravan. And he said, "Mom, you're going to love this. You've got to come and look at it." And I went to see, and that was the point at which the book started. En fait, le point de départ, c'est autre chose. Ça part d'une vieille caravane que mon fils a trouvée dans les bois, près de là où on habite, une caravane complètement délabrée, sale, dégoûtante. Et il est venu me voir en me disant « Maman, tu vas adorer, il faut que tu vois ça ». Donc c'est cette caravane dans les bois qui est le point de départ du livre pour moi. So I was interested in who had lived there, how they had managed to live there, what their life was like there without electricity, water, sanitation, and what had their life been like when they left. And so that was the starting point, and that created the family. Et donc je me posais la question en voyant cette vieille caravane de qui avait vécu là, comment ils avaient vécu là, sans eau, sans électricité, quelle vie précaire ils avaient vécu, dans quel état ils étaient quand ils ont quitté cette caravane. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la famille. Et alors, je raconte juste le début parce que il faut savoir que cette famille, donc, au moment où le roman démarre, ils vivent donc tous les 3. Le père a disparu tragiquement quand les enfants avaient 12 ans. Et au milieu de la nuit, Dot, la maman, donc, est prise d'un malaise. Le lendemain, au petit matin, Julius d'abord et Jenny la découvrent morte. Ils sont complètement anéantis. Et commence pour eux après la douleur de la mort de leur mère, aussi une montagne de difficultés qui vont les plonger dans une sorte de panique, d'angoisse du futur, mais aussi des premières choses à régler, à savoir les obsèques de leur mère. On les sent tous les deux à la fois perdus, désemparés, mais malgré toutes ces difficultés, il y a une sorte de force qui reste, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois forts et fragiles. Vous aviez envie de jouer sur ces 2 éléments? Yes, I think they are a conundrum. I think Jeannie and Julius, they are fragile. Their mother has brought them up in isolation, so they don't know the very fundamentals of how to get by, really, in life, the bureaucracy that people have to face. Oui, ces jumeaux sont quelque part une énigme, à la fois, comme vous le dites, forts et fragiles. Leur mère les a élevés dans un isolement total du reste du monde, donc ils ne connaissent pas les bases même de la vie en société. Ils ne savent pas remplir un formulaire, ils n'y connaissent rien à la paperasse, ils sont totalement perdus.
but they also have this inner strength that maybe they don't even know they have at the beginning. But by the end of the novel, Jeannie certainly has found the things she needs to do to survive. So that strength, I think, has been there the whole time, but hidden. Et c'est vrai qu'en même temps qu'ils sont fragiles, ils ont cette espèce de force qu'ils ne soupçonnent pas au départ. Et c'est particulièrement vrai de Ginny, parce qu'on voit à la fin du roman qu'elle a trouvé cette force-là, qu'elle a compris ce qu'elle fallait faire. On voit qu'elle va s'en sortir parce qu'elle a compris. Et c'est certainement une force qu'elle possède dès le départ, mais sans le savoir. Et alors, il y a un élément essentiel et constitutif de leur bonheur familial, c'est la musique. La musique qu'ils jouent tous les trois, puis tous les deux quand leur mère meurt. Donc Dot joue du banjo, Julius de la vielle, Ginny de la guitare. Et toute cette musique et ces moments de bonheur sont très importants dans votre roman, avec un répertoire de chansons traditionnelles, notamment une très belle ballade qui s'appelle Polly Vaughan. Est-ce que pour vous, c'était un élément important d'introduire à la fois cette bande originale et la notion de bonheur musical dans votre livre? Definitely. This book is a sad book, quite a bleak book. You know, sad things happen to this family. But me as the writer, I needed to find some joy. And I suspected the reader would also need to find some joy. So that's why I made them folk musicians. Alors oui, c'est très important cette joie qui vient par la musique parce que, disons-le clairement, c'est un livre triste, c'est un livre noir. Il arrive à cette famille un certain nombre d'événements difficiles. Mais moi, en tant qu'autrice, j'avais besoin d'y introduire de la joie. Et je me suis dit que sans doute le lecteur aimerait également y trouver quelques éléments de joie. Et donc, c'était important pour moi que ce soit une famille de musiciens qui fassent de la musique folklorique. So Jeannie, the main character, she also struggles to read and write. She's an adult, but she's more or less illiterate. And I wanted to show the reader that she wasn't a stupid person. She hadn't learnt to read and write through various challenges she'd had when she was younger. So I also gave her the ability to play the guitar really, really well so that people stop and listen when she plays and sings. And that, I hope, showed the kind of person that she is. Donc mon personnage, c'est Ginny, qui est le personnage principal. C'est une femme qui ne sait quasiment pas lire ni écrire, analphabète. Elle n'a pas appris à lire et écrire en temps et en heure parce qu'elle a rencontré un certain nombre de difficultés dans son enfance. Mais ce n'est pas quelqu'un de bête. Elle est loin d'être stupide. Et je me suis dit qu'en faisant d'elle quelqu'un qui joue très bien de la guitare, qui joue si bien que quand elle joue, les gens s'arrêtent pour l'écouter, ça montrerait en fait qu'elle n'est pas bête. There's a third reason too, that when I was writing this novel in my house, in one of the bedrooms upstairs, my son was at home in the bedroom next door, and he is a folk guitarist. And he was playing, and the music just kind of seeped under the doors and just filled my head as I was writing. So you can go and find his music online, Henry Ailing. A bit of a plug for him. But so he wrote one of the songs that Jeannie and Julius play, and his lyrics are in the book. Et l'autre raison pour cette omniprésence de la musique, c'est qu'au moment où j'écrivais ce roman, vivait à l'étage mon fils. Et mon fils est un musicien folklorique, il joue de la guitare. Donc j'étais dans ce bain musical constant pendant le temps de l'écriture. Et d'ailleurs, vous pouvez aller trouver sur Internet Henry Ailing, je lui fais un petit peu de publicité. Il a écrit l'une des chansons que l'on retrouve dans le roman. Ah, c'est la gentillesse des mamans, ça. Alors, une dernière question. Il y a aussi des personnages secondaires qui sont très importants dans votre livre. Et je pense notamment à Bridget et à son mari Stu, qui vont aider Julius et Jenny à tous les niveaux. Est-ce que c'était pour vous aussi important de montrer ces valeurs de solidarité qui peuvent exister dans un village rural de l'Angleterre ?
Yeah, community becomes very important to these characters. They don't know it. They don't know that they need it from the beginning. But Bridget and her husband Stu definitely help them without realizing that that's what they're doing. Sometimes they get it wrong. And from that, I think by the end of the novel, Jeannie realizes that actually she can ask for help and help can be given and she can accept it. Oui, c'est très important dans ce livre, ce sens de la communauté, de faire communauté. Au départ, les jumeaux n'ont même pas conscience qu'ils ont besoin des autres. Et Bridget et Stu, son mari, les aident parfois sans le savoir, parfois de manière très maladroite, mais en tout cas, ils sont là pour ces jumeaux. Et c'est entre autres grâce à eux que Ginny, à la fin du roman, se rend compte que non seulement elle peut demander de l'aide, mais qu'elle est en droit d'en obtenir et qu'elle va pouvoir en obtenir. Eh bien, écoutez, merci pour ce roman magnifique avec des personnages terriblement attachants. Christophe, c'est aussi un livre sur les secrets. Hein. Ah oui, Oh là là, les là, secrets en on les dévoilera cascade. pas. Hein. Oui, oui, il y a plein de Oui. secrets qui Il y a des vont être secrets, il y a des dévoilés au fil trahisons, du- il y a plein de choses, Ouais. mais c'est vraiment un extraordinaire roman. Ouais. Claire Fuller, Terre fragile. Donc on va passer au livre suivant, tu veux? Oui, alors on va passer au livre de Sylvia Molnar, Milk Bar. Alors, je la présente un petit peu. Eh ben, Sylvia Molnar, cosmopolitaine, elle l'est, puisqu'elle est originaire de Budapest, en Hongrie. Elle a grandi en Suède et elle vit à New York, je crois, où elle est directrice des droits étrangers d'une agence littéraire. Donc, elle baigne dans ce milieu du livre. Si elle a déjà écrit dans de nombreuses revues, Milk Bar, dont elle va parler avec Christophe, est son premier roman. Et si je peux me permettre, il est question de maternité dans ce roman, non pas glorifié comme souvent, mais plus terre à terre, entre couches sales, pleurs de bébé et sentiment de n'être plus qu'un bar à lait. Et je me suis dit, comment est-ce qu'un homme, quand il lit un livre comme ça, le reçoit aussi? Ben, j'ai trouvé que c'était un livre très fort, bouleversant, et écrit avec une grande maîtrise pour un premier roman. Donc bravo. Alors effectivement, Milk Bar, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient d'accoucher, qui est épuisée, déprimée, et qui se retrouve dans l'incapacité de sortir de son appartement et qui passe tout son temps avec son bébé. Et puis, il y a son voisin du dessus, un vieux monsieur malade, Peter, qui vient sonner à sa porte pour se plaindre des pleurs du bébé. Et entre les deux va naître une sorte d'amitié. Et c'est le récit du roman de Sylvia Molnar, avec aussi une précision dans la description du corps de cette jeune mère et de sa transformation et de la transformation de tout son être. Alors, quelle a été pour vous la motivation d'écrire sur ce sujet-là votre premier roman? Un bébé? Peut-être. Well, thank you first for the beautiful introduction and such a nice way of describing the book. Merci déjà pour cette très jolie introduction et cette très jolie façon de décrire le livre. Yes, it would be a lie to deny that the book is based on some personal experience that I had myself. And primarily, when I had my first child, I was searching for literature as comfort. I mean, literature has always comforted me in a way. I feel literature is what raised me, more so than my parents. And I had never really seen anything depicted like this before in literature. It was different in nonfiction books. And so I became just adamant in wanting to describe it in great detail to help other people, primarily other women and new mothers. Alors, effectivement, je mentirais si je vous disais que ce n'est pas basé un petit peu sur ma vie personnelle. Effectivement, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai voulu rechercher du réconfort dans la littérature parce que pour moi, par le passé, la littérature m'avait toujours aidée. La littérature m'a plus élevée que mes parents ne l'ont fait.
Et j'ai rien trouvé. Alors on trouvait des choses dans tout ce qui est non-fiction, mais par contre on trouvait pas de roman sur cette thématique. Et du coup, vraiment, j'ai voulu absolument aborder ce thème dans un roman afin de pouvoir aider d'autres femmes et d'autres mères. Et alors, cette femme, la narratrice, elle a un mari aimant, mais qui est en décalage complet avec ce que vit sa femme. C'est une expérience qu'il ne partage pas, notamment sur le plan physique, mais pas que. Et il y a ce voisin, Peter, avec lequel se tisse une relation particulière. Qu'est-ce que Peter va pouvoir lui apporter que son mari ne lui offre pas? That's a beautiful question. There is quite a bit of darkness in the novel, and I wanted Peter to be a chance for our narrator to open up about her thoughts in what it feels like to have a new baby. She does have quite intrusive thoughts, and she is in great conflict in what these thoughts mean, and she's almost very afraid of revealing these to her husband. And so I wanted Peter to be almost like a ghost-like figure that she can use as comfort. Alors effectivement, déjà votre question est très, très belle. Le livre est très sombre et je voulais vraiment me servir de ce personnage de Peter comme d'une occasion pour la narratrice de s'ouvrir à lui, parce qu'elle a des pensées très intrusives, elle vit un vrai conflit interne et elle a peur d'en parler à son mari, elle a peur d'être jugée, et du coup j'ai créé ce personnage de Peter qui est une espèce de fantôme qui peut lui servir d'un réconfort qu'elle ne peut pas trouver auprès de son mari. Alors, cette narratrice, cette jeune mère, elle est traductrice. Et les mots sont d'une importance énorme pour elle. Parfois, on a l'impression, quand elle perd ses repères, les mots lui servent un peu de bouée. Et j'aurais voulu que vous nous parliez de cette activité que vous aviez donnée à votre narratrice. Et à un moment, vous faites le parallèle entre être traductrice et être mère. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus ce que vous entendez par là? Yes, I wanted her to have a career that, in a way, perhaps the hope was that many people could also relate to. I didn't necessarily want her to be like a big CEO or like run a big business, but still have an occupation that she felt very passionate about. And with this change in having a newborn suddenly in her life, she is very much questioning who she is. And I still wanted to pepper the book with ideas about language and mothers and mother tongue to draw these lines between the two roles. Alors oui, déjà, je voulais qu'elle ait une carrière, pour que les gens puissent je sais pas trop les mots, s'identifier à elle. C'est-à-dire que je voulais pas que ce soit une femme d'affaires qui gère une grosse entreprise. Par contre, je voulais que ce soit quelqu'un qui soit complètement passionné par son travail et qui, effectivement, quand elle a ce nouveau-né qui fait irruption dans sa vie, commence à se demander qui elle est. Et du coup, je voulais vraiment qu'il y ait cette idée de réflexion sur la langue, sur les mères, sur la langue maternelle, parce que tout ça, pour moi, est lié de façon très proche. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de descriptions du corps de cette jeune mère qui se transforme. C'est très explicite, c'est très parfois cru. Et est-ce que vous aviez aussi envie, en quelque sorte, de briser un tabou sur l'invisibilité du corps féminin à ce moment de son existence? Yes, absolutely, and it's interesting because I didn't quite understand to what degree it was a taboo until I wrote it, and there are people who are not able to accept the ways in which the female body changes after birth. But I also kind of wanted to bring in the absurdity where
For example, there's a scene in the book where she's assembling the breast pump, and she feels almost like an assassin, getting ready for attack, or when she's preparing her liner, she's putting pads down like she's preparing a sandwich. So, all of these details also bring quite a bit of absurdity and humor, I hope, with the grotesque. Alors oui, et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était un tabou avant de l'écrire. Et je me rends compte qu'il y a des gens, il y a des lecteurs qui n'acceptent pas du tout qu'on parle de ça, du fait que le corps de la femme change quand elle donne la vie. Mais je voulais aussi apporter un côté un peu absurde. Par exemple, il y a un moment où, quand elle doit se préparer pour pomper son lait, où elle a l'impression, quand elle se prépare, d'être un assassin qui se prépare à aller assassiner quelqu'un, ou quand elle prépare les affaires du bébé, qu'elle doit les répartir comme ça, elle a l'impression de faire des sandwichs à la chaîne. Donc voilà, je me suis servi de ça pour apporter un petit peu d'humour au roman. Eh ben, il y a effectivement cet humour, malgré la noirceur. C'est pas le même titre en anglais. Non, alors, voilà. oui, en anglais, le livre s'appelle The Nursery et le titre français, c'est Milk Bar. Oui. Pourquoi cette différence de titre? I think maybe it was also partly inspired by the German edition, which is called Milchbar. And also, I think in the duality in English, the nursery is both a garden that you tend to or you buy plants from, but it's also a place where you or a different place where you leave your children. And I think those two images don't really exist in French, and so we had to choose something else. Alors je crois que ça a été partiellement inspiré par le titre allemand, Milchbar. Par contre, il y avait aussi le fait qu'en anglais, The Nursery, ça peut faire à la fois référence à l'endroit où on laisse les enfants, mais aussi à un jardin ou à un endroit où on peut acheter des plantes. Et comme ces deux images-là ne fonctionnaient pas en français, je pense qu'ils ont préféré changer. Il faut dire bar à lait, c'est... Enfin, milk bar, c'est... Ouais. Moi, je ne sais pas si tu as une dernière question à poser. Alors, ma dernière question, c'est, comme tu l'as dit, Maët, vous avez des origines père hongrois, mère polonaise, grandi en Suède, fait vos études en Angleterre. C'est votre premier roman, vous l'écrivez en anglais, qui n'est pas votre langue maternelle. En quoi écrire dans cette langue a pu influencer votre style? Well, it's first I would like to say I'm very honored to be here at Festival America, also with this theme, where it's American writers and European writers, because you can have a foot in each place. And I think for me the English language has been the one that I lean on and have leaned on through most of my adult life. And so I think with this book I just really wanted to do my absolute best in playing with the language, enjoying it. She is a foreigner in the book, but embraces the English language. And I just hope I did a good enough job for it. Alors déjà, je tiens à dire que je suis vraiment honorée d'être présente ici au Festival America, où il y a des écrivains à la fois américains et européens. Donc c'est chouette d'avoir un peu un pied dans chaque continent. Et d'autre part, pour l'anglais, j'ai décidé d'écrire en anglais parce que c'est vraiment la langue dont je me suis servie la plupart de ma vie adulte. Et je voulais justement un livre où je pourrais jouer sur cette langue. Le personnage principal est également une étrangère, mais qui apprécie également énormément l'anglais. Et du coup, j'espère que j'ai fait du bon travail là-dessus. Je vous le confirme. Ah oui. C'est du très bon travail. Extraordinaire, important et essentiel. Et Merci. moi, ce que je voulais dire, c'est que la lecture de ce livre par notre libraire Christophe Daniel est très sensible. Et je trouve qu'il a posé des questions vraiment essentielles. Et ça me donne à dire et à penser que c'est un roman que devraient lire tous les hommes et surtout les futurs papas. Oui, tout à fait. I agree.
Great. Thank you. Thank you so Ça, je much. suis d'accord. Ouais. Donc, ça s'intitule Milkbar, c'est de Sylvia Molnar, paru chez Actes Sud et traduit par Héloïse Esquier. Alors, on va enchaîner avec Sa Katia présentation. Schönherr Oui. et un roman, alors là, familial, La famille Ruck. J'ai pas fait. Oui, c'est ça, la famille Rook. Alors, vous êtes journaliste et autrice. Vous êtes née en Allemagne, à Dresde. Vous vivez à Zurich. C'est bien ça. Et vous allez nous présenter aujourd'hui La famille Rook, qui est votre deuxième roman paru en français. Le premier, c'était Martha et Arthur, paru en 2021, qui avait d'ailleurs obtenu le prix 1000 pages décerné par la librairie du même nom, un gage de qualité. Voilà. Et donc, pour vous traduire, eh bien, celle qui a traduit le livre, Barbara Fontaine, et qui va faire un autre exercice, là, interprète. Et vous allez nous emmener... Ben, je laisse Christophe vous le dire. Alors, je vais présenter brièvement le roman. Ça commence dans une chambre d'hôpital où on va trouver Inge qui a 84 ans, âgée, mais pas vraiment vieille, d'après elle. Mais elle est quand même à l'hôpital parce qu'elle a fait une chute. Elle s'est fracturé le col du fémur. Et elle peste après sa voisine de chambre qui n'arrête pas de ronfler. Et elle fulmine surtout contre son fils Carlsen, dont elle déplore l'absence. Alors Carlsen, lui, il travaille dans le marketing d'une entreprise de films alimentaires. Et il veut absolument éviter la corvée d'aller s'occuper de sa mère. Donc, il s'invente des réunions très importantes à Bruxelles qui n'existent pas. Voilà, mais il va quand même être obligé de venir s'occuper de sa mère. Et Carlsen, il a divorcé quelques années auparavant de Sabine, avec qui il a eu une fille, Lisa, qui a 15 ans aujourd'hui. Et donc voilà, ces trois-là vont être amenés à vivre, à cohabiter l'espace d'un été dans la maison d'Inge, qui est aussi celle qui a vu naître son fils Carlsen, dans un petit village d'ex-RDA. On sent que ça va être compliqué, et effectivement, ça l'est. Alors, après ce premier roman, Martha et Arthur, très marquant, glaçant, qui était un peu l'anatomie d'un couple au fil des années, là, on est dans une comédie familiale, comédie sociale, une tonalité complètement différente, mais avec là aussi, dans le premier c'était un couple, là c'est une famille, c'est un cadre important pour vous, le couple et la famille? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann nur Kammerspiele. Das ist wirklich das, was mich interessiert, die Psychologie zwischen wenigen Menschen. Ich glaube, ich wäre nicht in der Lage, einen Roman zu schreiben, in dem 20 Leute mitspielen. Ich muss mich fokussieren. Oui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la musique de chambre, un cadre petit dans lequel il y a peu de gens qui se connaissent. Je ne serais pas capable d'écrire un roman dans lequel il y a des millions de personnages. Et alors, cette différence de style, on va dire, parce que le premier était quand même Martha et Arthur, assez glaçant, je l'ai dit, et moi, je l'ai lu il y a maintenant quelques temps, mais j'ai toujours des scènes qui me hantent. Là, on est plus dans le registre de la comédie, alors certes grinçante, féroce, mais avec aussi beaucoup d'humour, parce que ces trois personnages sont des égoïstes incroyables, avec une mention spéciale pour Carlsen. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette forme pour ce second roman? Ja, das war wirklich mein Ziel. Nach diesem ersten wirklich schweren Roman wollte ich jetzt was Leichteres schreiben, auch was Witzigeres. Allerdings kann ich nicht nur witzig sein, sondern ich versuche dabei immer noch so in Abgründe zu blicken. Oui, c'était mon objectif après ce premier roman très lourd et sombre, d'écrire quelque chose d'un petit peu plus léger. Mais en même temps, et plus léger et plus drôle, mais en même temps, je ne peux pas faire que de l'humour. Donc, il y a aussi, on va aussi dans les abîmes des personnages. Und jetzt ging es mir eben, weil Sie gesagt haben, 3 Egoisten, darum ging es mir genau, 3 Menschen zu zeigen, die keine Sprache haben und es nicht schaffen, aufeinander einzugehen und sich nicht
sich nicht verstehen, obwohl sie den ganzen Tag da im Sommer zusammen sind, aber sie finden keine gemeinsame Sprache und keiner, außer Lissa vielleicht, aber keiner versucht so richtig, sich in den anderen hineinzuversetzen. Oui, vous parlez de trois égoïstes, c'est exactement ça. En fait, c'est ça que je voulais montrer. Ces trois personnages qui vivent ensemble, ils sont chacun là pour soi, ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à se parler, ils n'arrivent pas à comprendre l'autre, à aller vers l'autre, sauf peut-être Lissa, la petite fille, qui est celle qui y arrive un tout petit peu. Und eben, es sind diese drei Menschen, aber man kann das auch prototypisch sehen. Ich wollte da 3 Generationen nebeneinander stellen. Inge Mitte 80, Carsten um die 50 und die Lissa 15. En fait, je voulais montrer 3 générations. Ce sont des prototypes pour 3 générations. La grand-mère qui a 84 ans, Karsten qui a une cinquantaine et la fille 15 ans. Et alors, je disais mention spéciale pour Carsten, parce qu'il est égoïste, mais il est menteur, il est lâche, et néanmoins, plus le livre avance, et plus on peut ressentir une forme d'empathie. Comment est-ce que vous accomplissez le miracle de nous faire avoir de l'empathie pour un tel personnage ? Ja, ich glaube, weil man ihn verstehen kann. Die Ausgangslage ist ja die, dass Inge verletzt ist und Pflege braucht und jetzt der Meinung ist, Carsten müsste wieder zu ihr aufs Land ziehen, aus Berlin zu ihr aufs Land ziehen und sich um sie kümmern. Und ich glaube, jeder, der irgendwie ältere Eltern hat, muss sich ja diese Frage stellen, wie viel von meinem eigenen Leben muss ich aufgeben, um meinen Eltern zu helfen? Und Carsten steht genau vor diesem Konflikt und diesen Konflikt kann man, glaube ich, nachvollziehen. Deshalb versteht man ihn auch. Je crois que la raison pour laquelle on éprouve de l'empathie pour lui, c'est qu'on arrive à le comprendre en fait. Karsten, donc, il a sa mère qui habite dans un village de l'ex-RDA au milieu de nulle part où il a grandi et il est confronté à cette question, à ce dilemme de combien doit-il se rapprocher de sa mère en fait, qui a besoin de lui. Qu'est-ce qu'il peut abandonner de sa propre vie? À quelle autonomie peut-il renoncer pour s'occuper de sa mère? Et je crois que ce genre de conflit, en fait, toutes les personnes qui ont des parents qui vieillissent les rencontrent. Donc c'est pour ça qu'on peut se mettre à sa place. Ein anderer Grund ist, glaube ich, auch die Inge, also seine Mutter, ist ja auch kein einfacher Mensch. Also sie ist ja auch nie zufrieden und man kann es ihr auch nie recht machen. Im Deutschen heißt der Titel des Buches Alles ist noch zu wenig und bei Inge ist immer alles noch zu wenig. Und ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, dass er hat ja gar keine Chance, sie wird ja nie zufrieden sein. Je crois qu'une autre raison, c'est que Inge, sa mère, n'est pas quelqu'un de facile en fait. Cette vieille femme n'est jamais contente et elle n'est jamais satisfaite de rien. Et le titre en allemand en fait qui a été changé, c'est Rien n'est jamais assez. Et pour elle, effectivement, rien n'est jamais assez. Donc, on sait très bien que Carsten n'arrivera jamais à la satisfaire. Ah ça, moi, tout de suite, je voulais intervenir pour dire ça, parce qu'elle est odieuse, cette femme, elle est acariâtre, en fait. Elle exige toujours plus, effectivement. Et je trouve que la plus sensée, finalement, des trois, c'est effectivement la gamine. Ben oui, c'est Lissa. Ja, das wollte ich auch so machen. Also Lissa als die jüngste Generation, auch also diese Generation Snowflake, sagt man ja auch, also die wirklich sehr empfindsam ist und Inge noch als kurz nach dem Krieg geboren, die ist ja so jemand, Inge kann nicht über Gefühle reden, man muss einfach alles durchstehen, man reißt dich zusammen so. Und Lissa als die Jüngste ist so jemand, die über alles redet und alles thematisieren will, also da wollte ich eben auch diese Generationenunterschiede zeigen. Oui, je voulais montrer justement cette différence de génération, en fait, parce que Inge, la grand-mère qui est née avant la guerre, elle est d'une génération où on ne parle pas de ses sentiments, où on ne montre pas ses sentiments, alors que Lissa, c'est tout le contraire, en fait, elle peut parler de tout. C'est ça que je voulais, cette différence aussi, que je voulais souligner. Et alors, il y a sur la couverture du livre une paire de jumelles. Alors, cette paire de jumelles, elle peut être le reflet de votre regard d'écrivain très précis, très lucide sur les personnages que vous décrivez. Mais on l'a dit, l'action se passe dans un
petite ville un peu désertée de l'ex-RDA où il y a très peu d'habitants et la moyenne d'âge des habitants est quand même assez élevée. Et on a l'impression que chacun de ces habitants s'épie l'un l'autre. Est-ce que ces jumelles sur la couverture, ça veut aussi dire quelle est l'ambiance particulière qui peut régner dans un tel endroit? Et est-ce que pour vous, c'était important que l'action se passe dans ce petit village d'ex-RDA? Ja, war's. Also ich komme, meine Großeltern wohnen fast schon an der tschechischen Grenze, also es ist wirklich tief, tief im Osten, in einem kleinen Dorf. Und da konnte ich einfach diesen Rückbau der Infrastruktur richtig mit beobachten. Also als ich als Kind in den Ferien war, gab es da noch eine Kneipe, da gab es noch eine Bäckerei, da gab es noch einen Coiffeur. Und das gibt es jetzt alles nicht mehr seit der Wende. Also, und das hat die Leute wahnsinnig frustriert. Jetzt mach erst mal du weiter. Oui, en fait, mes grands-parents, mes propres grands-parents habitaient dans un petit village de RDA, vraiment très très à l'est, à la frontière de la Tchécoslovaquie presque. Et j'ai vraiment pu observer dans mon enfance la régression des infrastructures. Au début, il y avait une boulangerie, un coiffeur, un fleuriste, tous ces commerces qui ont petit à petit disparu après la chute de la RDA. Et en fait, les gens étaient extrêmement frustrés. Ja, und also die Stimmung ist da wirklich nicht gut. Ich fahre da ja doch auch ab und zu noch hin und es ist so eine Jalousien wie auf dem Cover gibt's im Osten nicht. Man hat da die anderen Vorhänge und ich habe immer das Gefühl, wenn man da durch den Ort läuft, dann zieht jemand den Vorhang zur Seite und beobachtet einen und sieht sofort, dass man aus der Stadt kommt. Also man guckt immer ganz genau, was der andere macht. Oui, l'ambiance n'est vraiment pas bonne dans ce petit village. J'y vais encore régulièrement. Et bien qu'il n'y ait pas de volets ni de store comme sur la couverture en Allemagne, il y a juste des rideaux. Mais on voit les gens derrière leurs rideaux qui tirent leurs rideaux. Et quand je me balade là, j'ai l'impression que les gens se rendent tout de suite compte que je viens de la ville, que je suis une intruse. Und was ich eben auch im Buch zeigen wollte, es fährt ja auch kein Bus mehr in die nächstgelegene Stadt. Und was ich damit auch zeigen wollte, war, dass wenn Inge jetzt krank und alt und allein ist, sie hat gar keine Chance, in diesem Dorf alles zu haben. Sie hat keinen kleinen Supermarkt mehr, nichts. Also es ist in so einem Dorf nicht möglich, alt und allein zu sein. Ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'en fait, dans ce village, il n'y a plus aucun bus qui arrive et qui part de ce village. Ce qui fait que Inge, en vieillissant, en fait, c'est impossible de vieillir dans ce village puisqu'il n'y a pas de supermarché, elle ne peut pas faire ses courses. C'est ça que je voulais montrer aussi. Und wenn man einfach mal erlebt hat, dass eine Infrastruktur da war und jetzt nicht mehr, dann versteht man es auch zu einem gewissen Grad, dass eine Frustration über der Stimmung liegt. Et on comprend la frustration des gens quand ils ont connu une infrastructure qui n'est plus là. C'est sûr que c'est difficile. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui est un peu secondaire, qui n'intervient pas physiquement dans le roman, mais dont on apprend petit à petit l'histoire. Et ce personnage, c'est Jens, le frère de Carsten. Et alors lui, il a choisi la radicalité, il a rejeté sa famille, il est parti vivre aux États-Unis. Est-ce que c'est un choix parfois salutaire de plaquer la famille et de tirer un trait dessus? Ich wollte alle Möglichkeiten zeigen. Ne? Also die große Überschrift dieses Buchs ist ja, was schulde ich meinen Eltern? Und ich kann die Frage nicht beantworten. Ich wollte einfach die Konflikte zeigen. Und der Jens, er ist auch noch homosexuell, das wurde auch nie so richtig von der Inge akzeptiert. Und für den Jens war das, glaube ich, tatsächlich die beste Lösung, einfach radikal zu sein. En fait, je voulais montrer toutes les possibilités. On peut dire que le sujet qui domine ce livre, c'est qu'est-ce que je dois. Enfin, la question qui traverse tout le livre, c'est qu'est-ce que je dois à mes parents, en fait. Et j'ai pas la réponse. Mais pour Jens, sans doute, le fait d'aller très très loin, en plus, il est homosexuel, de partir à l'autre bout, enfin, aux États-Unis, c'était sans doute pour lui la seule façon de survivre. Bien, merci.
Ben voilà, c'était des histoires de famille qui montrent la complexité des familles, des histoires extrêmement différentes les unes des autres. Je vais rappeler les titres. Celui de Claire Fuller, Terre fragile, traduit de l'anglais par Mathilde Bach, paru chez Stock. Et Rachel s'en est allée faire son autre travail. Sylvia Molnar Michelbach, traduit de l'anglais par Héloïse Esquier, paru chez Actes Sud en mars dernier, et qui était traduite par Hélène Bury. Et puis Katia Schonherr, La famille Rook. On va s'améliorer hein, au fil du temps. Traduit de l'allemand par Barbara Fontaine, qui était aussi sur ce plateau avec nous pour traduire Katia Schonherr. Et c'est un livre qui est paru aux éditions Zoé. Voilà, le principe du Café des libraires, je vous le disais, ce ne sont pas des débats à thème. C'est simplement vous donner l'envie de poursuivre la rencontre de ces auteurs à travers leurs livres. Et les libraires font ça très très bien. Et Christophe Daniel, qui est vraiment un très très bon passeur. Moi, j'ai eu la chance de lire vraiment 3 livres formidables. Donc, je vous encourage tous et toutes à faire comme moi. Vous allez vous régaler. Les 3 sont très différents et les 3 sont vraiment formidables. Et je vous rappelle que Christophe Daniel est libraire à la 25e heure à Paris, dans le 15e. Voilà. On va changer de plateau. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Alors, je vous rappelle aussi que ces rencontres sont filmées, captées,